Le bruit sourd et monotone du train de banlieue étouffait mes pensées, semblant s'infiltrer au plus profond de ma conscience. Une lumière blafarde, vacillant au rythme des mouvements, révélait dans la pénombre les visages de mes amis, réunis en cercle serré. L'automne parisien, humide et glacial, s'infiltrait dans le wagon à travers les fenêtres embuées, nous faisant grelotter et nous envelopper dans des écharpes et des vestes. Nous revenions d'une répétition qui avait viré au fiasco, et le moral était au plus bas. Nous gardions le silence tout le long du trajet, chacun plongé dans ses soucis, prisonnier de ses propres tourments. Soudain, le regard d'Anna s'arrêta sur quelque chose posé sur le siège d'en face. Elle fronça les sourcils, perplexe, et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Sa main pointait vers une petite clé USB d'un noir absolu. Aucun d'entre nous ne s'avoua l'avoir perdue. Il était étrange de la trouver ici, dans le RER B, cette artère constamment tumultueuse, imprégnée de l'odeur des gaz d'échappement et du café bon marché, qui reliait Paris à sa banlieue. Elle paraissait tout à fait ordinaire, comme dissoute dans la foule, perdue parmi des centaines de visages semblables, cachés dans les plis des sacs et des poches. Marc, toujours prêt pour l'aventure, malgré son air pensif permanent, proposa « Allons voir ce qu'il y a là-dedans. » Au début, nous avons pris cela pour une blague absurde, une simple façon de passer le temps pendant le voyage. Une clé USB oubliée, qu'est-ce qu'elle pouvait bien contenir ? De la musique, des photos, peut-être un diplôme ou un CV d'inconnu. Nous ne pouvions pas imaginer que cette découverte allait marquer le début d'un cauchemar qui nous rongerait de l'intérieur, laissant une cicatrice indélébile sur nos âmes, comme une brûlure au fer rouge. De retour, nous avons connecté la clé USB à l'ordinateur portable. L'écran s'est illuminé, affichant un seul dossier dont l'inscription disait « Souviens-toi de la mort ». Le cœur s'est mis à battre plus vite. À l'intérieur du dossier, des fichiers apparemment ordinaires, une vidéo, un fichier audio et quelques documents textes. Décidés à ne pas tergiverser, nous avons ouvert le premier fichier, une vidéo. L'écran s'est rempli d'une image, filmée, selon toute vraisemblance, avec un téléphone portable. La qualité laissait à désirer. L'image tremblait, elle était doublée, et le son était déformé, comme si quelqu'un tentait de l'étouffer. En arrière-plan, à peine perceptible, mais insistant, on entendait un murmure sourd, rappelant un chuchotement, glaçant le sang. Au centre du cadre, une pièce sombre, éclairée par la lumière faible et vacillante d'une seule lampe. Sur le sol sombre et froid, en plein milieu de la pièce, on distinguait une silhouette humaine recouverte d'un drap blanc. Nous nous sommes regardés, sentant chacun une vague de froid parcourir notre échine. Effrayant, oui, mais peut-être n'était-ce qu'une mauvaise plaisanterie, une bêtise ou, au pire, une piètre tentative de réaliser un film d'horreur amateur. Marc, avec une grimace sceptique, s'apprêtait déjà à fermer le fichier. Mais quelque chose d'inconnu, comme un crochet d'acier, nous a forcés à rester figés. La tension, comme un épais brouillard, a envahi la pièce, pénétrant au plus profond de nos âmes. Nous sentions des yeux invisibles, emplis d'une noirceur menaçante, nous observer, ne nous quittant pas du regard. Soudain, la caméra s'éleva lentement, comme à contre-cœur, quittant le sol pour se concentrer sur le plafond. Des symboles étranges, tracés d'une écriture tremblante et irrégulière, comme s'ils avaient été écrits avec du sang, apparurent dans le champ de vision. 6 signes d'une familiarité troublante
échappait à toute tentative de déchiffrage, tel un spectre. Une vague intuition nous traversa l'esprit. Nous avions déjà vu ces haies symboles quelque part, mais impossible de se souvenir où la mémoire était traître. C'est alors que la silhouette dissimulée sous un drap blanc donna des signes de vie. Nous sursautâmes, nos cœurs battant à toute vitesse. Le drap se souleva lentement, avec effort, dévoilant un visage que nous ne pûmes jamais discerner. L'image se coupa brusquement, comme si quelqu'un avait tiré brutalement sur un fil invisible. L'écran de l'ordinateur portable s'éteignit, nous plongeant dans une obscurité impénétrable. Nous restâmes là, pétrifiés, dans un silence de mort. Il pesait lourdement sur nous, nous oppressant de son poids. Seul le faible crépitement de l'électricité statique, par intermittence, parvenait des haut-parleurs, troublant cette atmosphère angoissante. Au plus profond de nous-mêmes, une peur viscérale et glaciale s'insinua, figeant tous nos sens. Elle se propageait dans nos veines comme un poison, empoisonnant chaque pensée, chaque sensation. Nous tentâmes de trouver une explication logique à ce que nous avions vu, attribuant tout à une mauvaise qualité d'image, à un montage maladroit et à des effets spéciaux franchement bon marché. Pourtant, une part de nous résistait à cette explication simpliste, comme si un pressentiment funeste murmurait quelque chose de plus grave. Nous décidâmes alors d'explorer d'autres fichiers. Les enregistrements audio, dont le nombre atteignait plusieurs, contenaient d'étranges chants monotones. Au début, nous les avons pris pour un assemblage de sons sans signification, rien de plus. Mais en tendant l'oreille, il est devenu clair. C'était une prière ancienne, prononcée dans une langue inconnue, résonnant de façon lente et sinistre. Les voix étaient monotones, dénuées d'émotion, mais la terreur y était tapie. Une force d'outre-tombe se faisait sentir, glaçant le sang. Les fichiers textes, au nombre d'une dizaine environ, contenaient ce qui semblait être un ensemble aléatoire de mots et de phrases. Mais une froide frayeur a parcouru notre dos en réalisant leur sens effroyable. Puis, après avoir lu les enregistrements plus attentivement, nous avons compris. C'étaient des extraits d'un journal. Le journal d'un homme apparemment obsédé par un culte effrayant, lié à la mort et au sacrifice sanglant. Nous avons passé toute la nuit à examiner le contenu de la clé USB, mot après mot, image après image. Plus nous étudions les documents, plus nous avions le sentiment d'être tombés dans un piège mortel, que quelque chose de sombre et d'implacable nous guettait à chaque coin de rue. L'atmosphère dans la pièce s'épaississait à chaque minute. Chaque mot, chaque image vue, chaque son entendu suscitait une angoisse atroce, comme si les doigts glacés de la peur serraient nos cœurs. Le lendemain matin, nous nous réveillâmes avec la sensation de n'avoir pas dormi de la nuit, comme si nous nous étions extraits d'une lourde dalle funéraire. Nous tentâmes de trouver un semblant de répit dans la distraction, mais les tentatives de renouer avec la vie d'avant restèrent vaines. La clé USB, tel un lierre vénéneux, avait déjà enfoncé ses racines dans nos esprits, s'infiltrant jusqu'aux profondeurs de nos rêves. Elle nous hantait, transformée en une idée obsédante et permanente. Nous commençâmes à percevoir d'étranges anomalies, des signes qui nous échappaient auparavant. Des visages inconnus, furtifs dans la foule, nous parurent suspects, et les regards des passants
semblèrent chargés de sens cachés. À chaque pas, nous sentions une présence invisible, comme si nous étions constamment épiés. Les nuits se peuplèrent de cauchemars, d'images terrifiantes issues des vidéos qui nous persécutaient, nous plongeant dans les abysses de la peur. Bientôt, nous comprîmes que tous les fichiers stockés sur la clé USB étaient liés, comme les maillons d'une même chaîne. Ils faisaient partie d'un tout, d'un ensemble plus vaste, effroyable et incompréhensible pour l'esprit humain. Nous semblions pris dans un tourbillon, obsédés par le désir de comprendre ce qui se passait réellement. Incapables de résister plus longtemps, nous retournâmes à cet enregistrement précis, où l'homme était recouvert d'un simple drap blanc. Aurions-nous manqué quelque chose? Ne l'avions-nous pas remarqué la première fois? Nous avons revu la vidéo encore et encore, jusqu'à ce que nos yeux se posent sur un détail à peine perceptible. Le reflet d'une fenêtre dans les pupilles de l'homme allongé sous le drap. Un détail minime, mais d'une importance incroyable, susceptible, espérions-nous, de révéler la clé de cette énigme. Nous avons agrandi l'image, et devant nous est apparue une vue familière. La station de métro Châtelet, les Halles. Ce fut un véritable choc. Châtelet, les Halles, l'une des stations les plus fréquentées de Paris, le cœur battant de son réseau de transport. Comment cela avait-il pu se produire ici, en plein centre de la ville, dans son ventre vibrant de vie? Nous avons compris que nous devions découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. C'est le cœur battant que nous avons gagné la gare. En descendant dans les tunnels souterrains sombres et frais, où l'écho de nos pas résonnait, l'angoisse montait en nous. Chaque inspiration devenait plus profonde, et la peur paralysait nos membres. L'air lourd, imprégné d'humidité et d'une odeur de moisissure, pesait lourdement sur nous. Le grondement des trains qui passaient tonnait dans nos oreilles, amplifiant cette sensation d'oppression. Il semblait que nous nous enfoncions lentement dans les profondeurs. Après avoir fouillé la gare, nous avons désespérément essayé de nous accrocher à quelque chose qui pourrait nous indiquer l'endroit où l'enregistrement avait été fait. Nous avons fait le tour de tous les quais, de chaque passage, mais nous n'avons absolument rien trouvé. Le temps filait implacablement, et nous nous perdions de plus en plus en conjectures, ne comprenant absolument rien. Soudain, Marc, dont la tension était presque palpable, m'a tiré par la manche. Il désigna le mur, dans l'ombre duquel se cachait un étrange dessin. C'étaient les mêmes symboles que ceux que nous avions vus sur la vidéo, identiques. Ils étaient apparus comme à la hâte, peints avec de la couleur dans un endroit isolé. Mon cœur s'emballa dans ma poitrine, faisant battre mes tempes. C'était un signe indiquant le chemin. Nous ressentions une envie irrésistible de le suivre, obéissant à une force inconnue. Le dessin nous mena à un local abandonné où, comme nous le comprîmes, se trouvait autrefois une salle de repos pour les employés du métro. Les portes semblaient fermement verrouillées, mais nous pressentions que la clé de l'énigme se trouvait derrière. Quelques minutes plus tard, après avoir déployé beaucoup d'efforts, nous les forçâmes. À l'intérieur, le désastre régnait en maître. Des meubles brisés jonchaient le sol. Des ordures éparpillées étaient recouvertes d'une épaisse poussière et des toiles d'araignées pendaient dans les coins. Pourtant, quelque chose d'inquiétant nous troublait. Une anxiété vague nous étreignait. Dans l'air,
flottait une odeur lourde et douceâtre de mort, pénétrant dans nos poumons. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, sous une couche de poussière, nous avons découvert un autre dessin. Il reproduisait fidèlement celui que nous avions vu sur la clé USB. Et en dessous, des traces de sang fraîche, d'une couleur pourpre intense, qui n'avaient pas encore eu le temps de sécher. À cet instant, à la seule vue de celle-ci, le sang sembla se glacer dans nos veines. C'est alors que nous entendîmes des pas lourds, sourds, qui résonnaient en écho dans le silence, se rapprochant de nous avec une inexorable et terrifiante certitude. Nous nous sommes figés, tels des statues, retenant notre souffle, chaque muscle tendu dans l'étroite embrasure de la porte, tel un présage de malheur. Une ombre sinistre est apparue. Le cœur battait la chamade, comptant les secondes jusqu'à ce que nous apercevions la silhouette d'un homme. Il était incroyablement grand, enveloppé dans un long manteau noir, descendant jusqu'au sol et cachant sa silhouette. Le visage de l'inconnu était dissimulé par un masque menaçant, qui recelait mystère et froide horreur. Dans sa main, scintillant dans la faible lumière, un couteau brillait de façon menaçante. Nous avons fui pour sauver nos vies. Une course folle, une poursuite mortelle a commencé. En sortant de la pièce étouffante, nous nous sommes retrouvés sur une plateforme baignée de lumière. Cet homme nous poursuivait implacablement. Sa détermination semblait absolue, implacable, comme la mort elle-même. Nous courions, ne prêtant pas attention au chemin, trébuchant sur les inégalités, tombant à genoux, mais nous relevant aussitôt. Tentant de nous perdre dans la foule dense, nous espérions nous cacher, mais il nous trouvait invariablement, son regard nous extirpant de centaines de visages. Il connaissait notre position, comme s'il nous voyait à travers, comme s'il nous radiographiait. Cette compréhension glaçante inspirait une peur animale. Il semblait que la raison allait bientôt nous abandonner, nous laissant dans les ténèbres profondes de la folie. Finalement, nous nous retrouvâmes sur le quai, lorsqu'un train passa à toute vitesse, avec un rugissement assourdissant. Il filait à toute allure, secouant l'air, gémissant et vibrant, comme une bête d'acier libérée. Nous nous figeâmes au bord du quai, suffocants d'horreur. Dans nos poitrines, les cœurs battaient, prêts à s'échapper de leur cage. Nous savions que c'était la fin, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Soudain, Marc fit un pas en avant, son visage déformé par une grimace d'une détermination désespérée. Il nous poussa brusquement, Anne et moi, nous écartant. Dans ses yeux, aussi bleus que le ciel avant l'aube, je lus un mélange de désespoir, d'une brûlante résolution et d'une amère conscience de l'inéluctable. Il resta seul, se sacrifiant. L'homme en noir, tel une ombre, se jeta sur lui. Anne et moi, le souffle coupé, observions Marc se faire saisir par de solides bras. À cet instant, un cri parvint à nos oreilles, perçant, empli d'une douleur insoutenable et d'une terreur animale. Nous le vîmes disparaître dans les ténèbres, dans les profondeurs d'une obscurité sans fond. Le train, rugissant une dernière fois, s'éloigna, nous laissant seuls face à notre cauchemar. Sortant du choc initial, nous avons compris qu'il fallait fuir cet enfer. Nous devions survivre, quoi qu'il en coûte,
pour raconter au monde ce qui s'était passé. Nous devions nous venger. La soif de vengeance, tel un lierre empoisonné, avait envahi nos cœurs, imprégnant chaque pensée, chaque sensation. Nous étions obsédés par cette idée, cette pensée fixe, jour et nuit. Nous sommes retournés vers la clé USB fatidique, comme attirés par un aimant. Nous l'avons étudiée avec une énergie décuplée, recherchant avidement le moindre indice, la moindre piste menant à la solution. Les heures s'étiraient interminablement, tandis que nous examinions encore et encore chaque fichier, lisant chaque ligne, scrutant chaque pixel. L'espoir faiblissait à chaque visionnage infructueux, mais nous n'avons pas renoncé. Et puis, finalement, la chance nous a souri. Dans un document manuscrit, une adresse se révéla. Elle était griffonnée à la main, avec une certaine négligence, sur un morceau de papier maculé de sang séché. L'adresse menait à une demeure abandonnée, située dans la banlieue parisienne. Nos cœurs s'emballèrent. Nous comprîmes que nous tenions peut-être la clé tant recherchée. Là, entre les murs décrépits de cette bâtisse à moitié en ruine, nous pourrions trouver les réponses à toutes nos questions. Une explication à ce qui s'était passé. Peut-être même nous y découvririons ce qui nous permettrait de survivre. Après avoir rassemblé notre courage, nous prîmes la direction indiquée. La maison, tel un fantôme solitaire, se tenait à l'écart de la rue animée, comme pour échapper au regard. Son aspect désolé et abandonné, son allure sombre, inspirait un profond malaise. Les murs, autrefois témoins de jours meilleurs, étaient fendillés de profondes crevasses, comme une peau blessée. Les fenêtres, jadis les yeux de la demeure, étaient désormais obstruées par d'épaisses planches, transformant le bâtiment en une masse aveugle. Le jardin, envahi par les herbes folles, où, autrefois peut-être, des roses fleurissaient, accentuait cette impression d'abandon. La maison était effrayante, suscitant une peur inexplicable. Nous nous sommes approchés prudemment de la porte et, à cet instant, nos cœurs ont battu la chamade, comme des oiseaux affolés, prêts à s'envoler. Nous avons forcé la porte et nous sommes entrés, résolus, dans le royaume du silence. Le silence, suspendu dans l'air, était accablant, sinistre, tel un pressentiment de malheur. Le froid, l'humidité et une odeur de renfermé ont frappé nos narines, comme une malédiction émanant des murs de cette maison. Les meubles, recouverts de draps blancs, ressemblaient à des silhouettes fantomatiques, figées dans un sommeil éternel. Sur le sol, tels des témoins de la tragédie, gisaient des débris, des objets brisés, les éclats d'une vie révolue. Cet endroit semblait être le repère de la mort elle-même. Sans hésiter, nous avons commencé notre investigation. Pièce après pièce, nous avons méticuleusement examiné chaque recoin. Nous avons plongé nos regards dans les recoins sombres des placards, tiré prudemment les tiroirs, espérant trouver la moindre piste, la moindre explication. Nous cherchions la moindre trace, le moindre indice qui nous mènerait à la résolution de ce mystère sinistre. La recherche était intense. Chaque recoin de la maison abandonnée semblait imprégné d'obscurité. Dans l'une des pièces, plongée dans la pénombre, nous sommes tombés sur un autre dessin. Cette fois, il était réalisé sur un papier jauni par le temps. Des symboles reconnaissables, les mêmes que ceux de la mystérieuse clé USB, semblaient nous hanter. Et sous le dessin,
comme pour se moquer de nous, reposait une photographie. Nous étions là, nous-mêmes, à cet instant précis, lorsque nous avons trouvé la clé USB dans le vieux wagon grinçant du train. Nos visages, déformés par la peur et la confusion, semblaient morts, nos yeux fixés sur le néant. C'est alors, en contemplant cette photographie sinistre, que nous avons compris. Depuis tout ce temps, nous étions manipulés sans pitié. Quelqu'un connaissait notre existence et nous guidait sur cette voie, comme de petits chiots aveugles. Nous nous retrouvions pris au piège mortel, et la panique s'est répandue dans nos âmes, tel un brouillard vénéneux. Nous avons hurlé, mais nos cris, emplis de crainte et de désespoir, se sont dissous dans le silence oppressant, comme s'ils n'avaient jamais existé. Nous avons essayé de fuir cette maison maudite, de nous échapper vers la liberté, mais les portes étaient fermées à double tour. Nous étions prisonniers de cet endroit cauchemardesque, condamnés à l'inconnu. Soudain, un bruit a déchiré le silence. Les pas. Ils se faisaient plus proches, martelant sinistrement le rythme d'un danger imminent. Nous nous fîmes de glace, tels des statues, retenant notre souffle, saisis par la prémonition du malheur. Le cœur battait follement dans nos poitrines, comptant les derniers instants de liberté. De derrière le coin, enveloppée d'ombre, elle apparut, une silhouette drapée d'un manteau noir, comme si la nuit elle-même s'était incarnée. Dans sa main, une lame de couteau scintilla, reflétant la faible lumière d'une lanterne. À cet instant, nous comprîmes. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il ne restait plus qu'à attendre l'inévitable. Nous savions que nous étions condamnés. Pourtant, nous n'avions pas l'intention de nous rendre. Comme des bêtes sauvages, nous nous sommes jetés dans la mêlée. La bataille, désespérée et féroce, commença. Nous grattions, mordions, assénions des coups. La rage bouillonnait dans nos veines, mais il était plus fort. Il se mouvait avec la rapidité de l'éclair, plus vite que le vent. Cruel, impitoyable, il s'est abattu sur nous, nous clouant au sol froid et carrelé. Nos yeux se sont obscurcis sous l'effet de la fureur en voyant son visage, déformé par une grimace de haine. Le froid tranchant de la lame a effleuré nos coups, nous glaçant jusqu'aux os. Et alors, nous avons entendu un chuchotement, un sinistre chuchotement sifflant, prononcé dans une langue inconnue, morte. À cet instant précis, le monde autour de nous commença à muter, tel un mauvais rêve. La réalité se fondit comme de la cire en fusion. Les contours des objets s'estompèrent. Les couleurs pâlirent. Dans cette réalité instable, déformée, je vis Anna. 6 yeux, auparavant paisibles, étaient désormais écarquillés par une horreur muette. Mais ensuite, ses lèvres s'étirèrent en un étrange sourire. Sinistre, ce sourire ne présageait rien de bon. Il portait en lui un triomphe et quelque chose de véritablement démoniaque. Tout se déroule comme prévu, murmura-t-elle, et sa voix sembla s'infiltrer au plus profond de ma conscience. L'image du clip vidéo refit surface dans mon esprit, comme si quelqu'un l'avait remise en boucle. Pendant un instant, une scène familière, déchirante, se présenta devant moi, une scène que nous semblions avoir déjà vécue, ressentie. Nous nous voyions, comme dans un miroir, le reflet de notre propre vie, déformé par une sinistre glace déformante. La pièce,
dissimulé par un simple drap blanc, conservait l'écho d'événements passés, un lieu où, pensions-nous, reposait un corps sans vie, victime d'un sombre culte. Mais ce n'était pas nous, pas nos visages, pas nos peurs. C'étaient eux, les marionnettistes, tirant les ficelles de nos vies, ceux qui se trouvaient derrière tout ce cauchemar, ceux qui tissaient une toile d'intrigue et dirigeaient notre destin comme d'insensibles marionnettes. Et alors, j'ai compris. Marc, mort dans le métro, n'avait en réalité jamais été un être humain vivant. Il n'était qu'une silhouette fantomatique, une partie de leur sinistre jeu, une marionnette qu'ils contrôlaient, tirant les ficelles, la soumettant à leur volonté. Nous tous, comme des marionnettes, dansions au son de leur flûte. À cet instant précis, comme un voile déchiré de mes yeux, je réalisais la terrible vérité. Nous n'étions que des personnages dans cet effroyable jeu, glaçant jusqu'à la moelle, des participants involontaires de ce culte insensé, condamnés à exécuter leur volonté. Nous faisions partie d'un cauchemar, monstrueux et pourtant bien réel. Nous n'étions plus ceux que nous pensions être. Je vis mon reflet dans les éclats d'un miroir brisé. Mon visage se tordit en une grimace d'horreur, et mes yeux se remplirent d'une obscurité impénétrable. À ce moment même, je compris que j'étais leur propriété. Puis, je sentis la froide lame d'un couteau fendre ma gorge. Quand je revins à moi, tout semblait inchangé. J'étais assise dans une rame du RER B, entourée de mes amis. Nous rentrions de répétition. Une séance qui, pour tout dire, s'était mal passée. La déception flottait dans l'air, mais nous essayions de rester positifs. Anna, assise en face, désigna soudain quelque chose posé sur le siège. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, les yeux interrogateurs fixés sur moi. Je suivis son regard et tombai sur l'objet qui avait attiré son attention. Mes yeux furent saisis par la forme noire familière d'une clé USB. Elle gisait là, sur le siège, comme si elle attendait qu'on la ramasse. Une nouvelle vague de peur gluante et glaciale m'envahit. Tout remonta à la surface. Chaque détail, chaque instant vécu. Je me suis souvenu de tout ce qui s'était passé. Je savais ce qui nous attendait. Je savais comment tout allait se terminer. Marc, étirant ses lèvres dans son sourire énigmatique habituel, proposa « Et si on regardait ce qu'il y a là-dedans ?» Moi, sentant tout se crisper en moi à cause du pressentiment, j'acquiesçais d'un signe de tête. Je ne pouvais rien changer. J'étais une partie intégrante de cette sinistre entreprise. Nous connectâmes la clé USB à un vieil ordinateur portable usé, dont l'aspect seul glaçait le sang. L'écran s'illumina, affichant un seul dossier, mystérieusement intitulé de 2 mots. « Souviens-toi de la mort ». Mon cœur se mit à battre anxieusement, pressentant quelque chose de mauvais. À l'intérieur du dossier se cachaient des fichiers, à première vue tout à fait ordinaires. Une vidéo, plusieurs enregistrements audio et quelques documents textuels. Je souris malgré moi, sentant l'adrénaline bouillonner dans mes veines. Le jeu recommençait, et je savais que ce serait bien plus qu'un simple divertissement. Cette fois, je connaissais toutes les règles du jeu. Je connaissais l'issue, le dénouement de cette histoire. Et maintenant, j'en faisais partie, happée par le tourbillon des événements. L'anticipation me submergeait, glaçant ma peau et faisant battre mon cœur à la folie. Je savais
ce qui m'attendait, ce que le destin avait prévu. Et maintenant, alors que ce moment était arrivé, je pouvais à peine retenir mon impatience. J'avais simplement hâte